Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial puisque j'ai choisi de vous raconter une histoire, celle de 6 femmes face aux injonctions lors d'un réveillon de Noël en famille. On y va ? Bienvenue dans Mauvaise Fille, le podcast pour oser te regarder vraiment, t'accepter dans toutes tes parts et t'aimer entière, un peu plus, chaque jour, en te libérant des injonctions, mais aussi en éclairant tes ombres. C'est un espace pensé pour toutes celles qui ne veulent plus faire semblant, qui ne rentrent pas dans les cases, mais qui ne se contentent pas de les rejeter, qui veulent comprendre, questionner, libérer au quotidien, avec simplicité, en douceur, sans complaisance. Ce podcast, c'est une invitation à t'aimer, pas parfaite, pas lisse, mais vivante, lucide, en chemin. Alors, bienvenue dans Mauvaise Fille. Il est 17h30 le 24 décembre. Dans toute la France, hexagonale et territoire d'outre-mer, des femmes se préparent. Elles enfilent leurs plus beaux vêtements et leur plus beau sourire, celui qui va tenir jusqu'à minuit, ou presque. Et moi, je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'un réveillon, ou plutôt l'histoire de 6 femmes qui vont vivre le même réveillon. Chez Véronique, 56 ans, celle qui reçoit. Ces 6 femmes, elles vous sembleront peut-être familières, vous en êtes peut-être une, ou plusieurs à la fois. Parce que derrière les joyeux Noël et les photos de famille, il y a souvent des batailles silencieuses, des injonctions, des renoncements, des sourires qui coûtent cher. Ce soir, je vais vous faire entrer dans leur tête, dans ce qu'elles ne disent pas, dans ce qu'on ne voit jamais sur les photos. Parce que Noël, ce n'est pas juste une fête, c'est aussi un théâtre. Et les femmes, on leur demande, et elles se l'imposent aussi, d'être parfaites sur scène, souriantes, disponibles, heureuses. Alors, bienvenue. Bienvenue au réveillon d'une mauvaise fille. Acte 1, l'arrivée. Il est 18h dans la cuisine de Véronique. Véronique a commencé à préparer ce réveillon mi-novembre, avec une liste qui tourne en boucle dans l'arrière-boutique de son mental. Qui amène quoi ? Qui ne mange pas quoi ? L'allergie de la petite, le régime sans gluten de la belle-sœur, les huîtres que sa sœur déteste mais que son beau-frère adore. Elle a fait 3 supermarchés différents, parce que le foie gras est moins cher chez Leclerc, mais le saumon est meilleur chez le poissonnier du centre-ville. Et ça y est, c'est le grand soir, là, elle est dans sa cuisine. Elle vérifie pour la 15e fois que tout est prêt. La table est mise depuis ce midi. Nappe blanche, verre en cristal de sa grand-mère, les bougies, les petites étiquettes avec les prénoms qu'elle a fait elle-même hier soir à 23h. Son mari passe la tête par la porte. « Tout roule, je vais chercher le pain. »« Oui, vas-y. » Il part, elle reste. Elle pense à tout ce qu'il ne voit pas. Les détails, les 30 décisions qu'elle a prises aujourd'hui. La couleur des serviettes, l'ordre des fromages, le moment exact où sortir le champagne. Elle pourrait demander de l'aide, mais demander, c'est expliquer. Expliquer, c'est du travail supplémentaire. Alors elle fait, c'est plus simple. Dans sa tête, Véronique répète. Le timing du four, sortir le champagne à 19h45, penser à brancher son téléphone pour les photos. Sourire, surtout sourire. Elle a une boule dans le ventre, comme chaque année. Cette peur que quelque chose cloche, que ce ne soit pas à la hauteur, que ce ne soit pas assez. Elle entend la sonnette. Merde, déjà. C'est Léa, elle a 37 ans, la fille aînée de Véronique. Elle a roulé 2 heures pour venir, 2 heures à se préparer mentalement, à répéter les réponses qu'elle va donner, celles qui font rire et surtout celles qui dévient la conversation. Dans la voiture, elle a écouté un podcast sur les relations toxiques. Ironique. Léa est célibataire depuis 3 ans, par choix. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Et c'est vrai,
à 80%. Les 20% restants, elle préfère ne pas trop y penser. Surtout pas ce soir. Elle sonne, sourire déjà collé sur le visage. Véronique lui ouvre. Elle s'embrasse. « Tu es venue seule ?» C'est la première phrase de sa mère. Pas « comment tu vas ?» Pas « je suis contente de te voir ?» Non. « Tu es venue seule ?» Léa sourit. « Oui maman, toujours célibataire. Joyeux Noël à toi aussi. » Elle entre, dépose son sac. Son père arrive de la cave avec les bouteilles. Il l'embrasse. « Ma fille préférée. »« Papa, je suis ta seule fille célibataire, tu veux dire ?» Il rit, mal à l'aise. Il repart avec ses bouteilles. Sophie est déjà là. Sophie, c'est la nièce, 29 ans, fille de Laurence, la petite sœur de Véronique. Elle est arrivée tôt, un peu trop tôt, pour aider. En vrai, pour éviter de faire une entrée remarquée. Pour se fondre dans le décor avant que tout le monde arrive. Parce que Sophie, elle a pris du poids cette année. 15 kilos, dépression, rupture, changement de travail, peu importe. Elle a pris du poids. Et elle sait ce qui l'attend. Elle est dans la cuisine avec Véronique. Elle coupe les tomates cerises pour l'apéro. Ses mains tremblent un peu. Elle a mis 3 heures à choisir sa tenue ce matin. Une robe noire, large, qui cache. Elle s'est changée 4 fois, les larmes aux yeux 2 fois. La porte s'ouvre. La tante Nathalie entre, les bras chargés de cadeaux. Elle dépose tout, embrasse Sophie. « Sophie, ça fait plaisir de te voir, tu as l'air en forme. » En forme. Le code pour « tu as pris du poids, mais je vais faire comme si c'était positif ». Sophie sourit, merci. Nathalie ne s'arrête pas là. Elle s'assoit au comptoir. « Tu sais, ma collègue a perdu 20 kilos avec une nouvelle méthode en ligne, c'est fou. Si tu veux, je te passe son Instagram. » Sophie continue de couper les tomates. « Non merci, ça va. » « Ah bon, parce que c'est vraiment efficace, hein, et à ton âge, c'est important de... » Véronique intervient doucement. « Nathalie, tu veux bien mettre les serviettes sur la table ?» Nathalie se lève. « Oui, bien sûr. » Sophie respire. 1, 2, 3. Elle a déjà envie de partir, et il est seulement 18h15. Laurence arrive, le sourire au bord des lèvres. Laurence, c'est la petite sœur de Véronique, 51 ans. Elle arrive avec le dessert, la bûche qu'elle a faite elle-même. Avant, c'était sa mère qui la faisait. Et maintenant, c'est à elle. Sa mère est morte l'année dernière, 1 an et 2 mois exactement. Premier Noël sans elle. Laurence entre, elle embrasse tout le monde, elle fait bonne figure. Mais quand elle pose la bûche sur le comptoir de la cuisine, ses mains tremblent légèrement. Véronique le voit. Leurs regards se croisent. Véronique met sa main sur le bras de sa sœur, juste 3 secondes. Elles ne disent rien, elles n'ont pas besoin. Le beau-frère de Laurence arrive derrière elle. « Elle est magnifique cette bûche, ta mère aurait été fière. » Laurence se raidit. Elle sourit quand même. « Merci. » Il continue bien intentionné. « Elle me manque aussi, tu sais. Mais bon, la vie continue, hein, il faut rester positif. » Rester positif, comme si c'était un choix. Laurence hoche la tête. « Oui, je vais aller me rafraîchir. » Elle monte à l'étage. Elle s'enferme dans la salle de bain. Elle respire. Elle regarde son reflet dans le miroir. Elle se demande combien de fois encore elle va devoir sourire ce soir. Clara arrive en dernier. Clara, c'est la Benjamine, 26 ans, la fille du frère de Véronique. Elle a failli ne pas venir, elle a hésité jusqu'au dernier moment. Parce que Clara, elle est entrepreneure, elle est végétarienne, féministe, et elle sait que ce réveillon va être compliqué. Elle entre, embrasse tout le monde. Elle sent déjà cette tension familière, celle qui monte en elle à chaque fois qu'elle revient dans sa famille. Son oncle Alain est déjà là, installé dans le canapé. Il la voit arriver. « Ah, Clara, ça va? Tu fais quoi déjà ?» « Je me suis lancée à mon compte dans la communication et le marketing, » elle répond. « Ah ouais, et ça sert à quoi au juste ?» Clara respire. Elle a déjà eu cette conversation 50 fois. J'accompagne des marques engagées à être plus visibles, sur les réseaux notamment.
Ouais, en tout cas, j'espère que tu trouveras un boulot sérieux après. Elle ne répond pas. Elle va poser son sac. Dans sa tête, elle compte les heures avant de pouvoir repartir. Acte 2, l'apéro et le repas. Il est 19h. Tout le monde est arrivé. Il y a 15 personnes maintenant. Le salon est plein. Ça rit, ça trinque, ça parle fort. Véronique circule. Elle propose des toasts au saumon. Elle resserre le champagne, elle ramasse les serviettes qui traînent. Elle surveille le four d'un œil. Son mari a proposé de servir le champagne. Il le fait. Mais c'est elle qui a vérifié qu'il y en avait assez, qu'il était à la bonne température, que les flûtes étaient propres. Le visible et l'invisible. Léa est coincée sur le canapé, entre sa tante Nathalie et son cousin Julien. Nathalie a commencé. « Alors Léa, toujours pas de petits copains ?» Léa prend une gorgée de champagne. « Non, toujours pas. »« Mais tu cherches au moins, tu t'es inscrite sur les applications ?»« Non. »« Ah bon, pourquoi ? Tout le monde le fait maintenant, c'est plus comme avant. Ma nièce, elle a rencontré son mari sur Tinder. » Léa sourit poliment. « Je sais, mais là je suis bien comme ça. » Nathalie fronce les sourcils. « Oui, mais tu sais, à ton âge, il faut pas trop attendre, hein. Après, biologiquement, c'est plus compliqué. » Léa serre son verre. « Je sais. » Son cousin Julien intervient. Il essaie d'aider. « Mais Léa, elle a une super carrière, elle voyage, elle a pas besoin d'un mec pour être heureuse. » « Merci Julien, mais... » Nathalie continue. « Oui, mais quand même, une carrière c'est bien, mais un compagnon, des enfants, c'est important aussi. Tu veux pas finir toute seule, si ?» Léa pose son verre. Elle sourit, encore. « Je vais aller aider maman en cuisine. » Elle se lève, elle s'échappe. Dans le couloir, elle croise Mathieu, le mari d'Émilie, 34 ans. Il porte le bébé endormi contre lui. « Ça va ?» Il lui demande ça doucement, comme s'il avait vu. Léa sourit, un vrai sourire cette fois. « Ouais, et toi ?» « Je vais mettre le petit dans le transat. Émilie a besoin de souffler. » Léa hoche la tête. Elle continue vers la cuisine. Elle respire. Elle sort son téléphone, elle envoie un message à son ami. « SOS, combien de fois on peut me demander si je suis célibataire avant que ce soit du harcèlement ?» On passe à table. Sophie a été placée au milieu, entre Mathieu et sa cousine Clara. Elle regarde l'assiette qu'on lui tend. Foie gras, pain grillé, confiture de figues. Elle a faim. Elle n'a presque rien mangé de la journée parce qu'elle savait. Parce qu'elle anticipe, toujours. Elle prend une tranche, fine, elle la mange lentement. Sa tante en face la regarde, souriante. « Sophie, reprends du foie gras, c'est Noël, fais-toi plaisir. » Sophie hésite. « Non, merci, ça va. »« Allez, tu es en vacances, profite, c'est pas tous les jours Noël. » Sophie cède. Elle reprend. Parce que refuser, c'est attirer l'attention. Parce que refuser, c'est expliquer. Et expliquer, c'est se justifier. Elle mange, elle ne compte pas ce soir, elle a décidé ça. Mais son cerveau compte quand même, c'est devenu automatique. Le plat principal arrive. Sa mère, Laurence, lui tend le plat, sans rien dire. Mais Sophie voit son regard, l'inquiétude, la surveillance douce. Sophie se sert une portion normale, ni trop peu. L'équilibre impossible. À côté d'elle, Clara mange ses haricots verts. Elle a refusé la viande, elle est végétarienne. Alain a fait une remarque. « Ah ouais, t'es devenue végétarienne maintenant. C'est la mode à ton âge. » Clara a répondu calmement. C'est un choix personnel. Sophie admire ça, cette capacité à poser des limites sans s'excuser. Le père de Véronique se lève, il tape sur son verre. Tout le monde se tait. Avant le dessert, je voudrais qu'on porte un toast. Laurence se crispe. Elle sait ce qui va suivre. À ceux qu'on aime, à ceux qui sont là et à ceux qui nous manquent. Il lève son verre. À ma femme, à votre mère, à Madeleine. Silence. Tout le monde lève son verre. À Madeleine. Laurence boit. Elle sourit, mais elle sent les larmes.
Elle les retient. Elle se concentre sur le pied de son verre, sur la texture de la nappe, sur n'importe quoi d'autre que son manque au creux de sa poitrine. Sa fille Sophie lui prend la main sous la table. Laurence la serre, fort, trop fort peut-être. Le repas reprend, les conversations reprennent, la vie reprend. Mais Laurence est coincée dans ce moment, dans cette absence. Elle pense à sa mère, à l'année dernière, à tous les Noëls d'avant, quand elle n'avait pas à être forte, quand elle pouvait juste être la fille. Émilie, c'est la fille cadette de Valérie, 31 ans, 2 enfants, 3 ans et 6 mois. Émilie, elle est là depuis le début, mais personne ne l'a vraiment vue. Mathieu, son mari, s'occupe du bébé depuis tout à l'heure. Il l'a porté pendant l'apéro, il l'a changé avant le repas. Maintenant, il mange avec le petit endormi contre lui, dans l'écharpe de portage. Émilie le regarde. Elle devrait se sentir soulagée, et elle l'est. Mais il y a autre chose aussi. Cette impression qu'elle doit quand même surveiller, vérifier, anticiper. Le bébé s'agite, Mathieu le sent tout de suite, il se lève doucement. Je vais le promener un peu. Émilie hoche la tête. Elle finit son assiette, pour la première fois de la soirée. Mais 15 minutes plus tard, le bébé pleure. Vraiment. Mathieu revient dans la salle à manger. Je crois qu'il a faim. Émilie se lève, évidemment. Elle monte à l'étage. Elle s'assoit dans la chambre d'amis. Elle allaite. En bas, elle entend les rires, les verres qui trinquent, la fête qui continue. Elle regarde son téléphone, 21h30. Le bébé tète. Elle caresse ses cheveux. Elle l'aime tellement. Mais elle est tellement fatiguée. Elle pense à l'année dernière, avant le 2e, quand elle pouvait encore être juste Émilie. Mathieu monte, il frappe doucement à la porte. Je peux entrer ? Oui. Il s'assoit à côté d'elle. Ça va ? Elle hésite, et puis elle dit la vérité. Je suis crevée. Il hoche la tête, je sais. Non, je veux dire vraiment crevée. Genre, je ne sais même plus qui je suis en dehors de tout ça. Il ne dit pas « mais non », il ne dit pas « ça va passer ». Il dit juste « de quoi est-ce que tu as besoin ?» Émilie réfléchit. Dormir, une nuit entière, sans me réveiller. Ok, demain soir je prends le bébé. Tu dors dans la chambre d'amis, avec des boules quies, il lui répond. Elle le regarde. Mais, pas de mais, tu as besoin de dormir, je gère. Le bébé s'endort, Mathieu le prend délicatement. Je le descends, toi tu finis ton verre tranquillement. Il sort, Émilie reste assise, seule mais différemment. Elle respire pour la première fois de la soirée. Le dessert arrive, la bûche de Laurence, elle est magnifique, tout le monde applaudit. Alain a bu, il parle fort, très fort. Il commente l'actualité, les grèves, les jeunes, les féministes. Clara mange sa part de bûche. Elle écoute. Elle ne dit rien. Pas encore. De toute façon, les jeunes, aujourd'hui, ils veulent tout déconstruire. Ils sont dans l'excès, on peut plus rien dire. Clara pose sa fourchette. Elle respire. Elle pense à l'assaut avec qui elle a bossé cette année, cet assaut de femmes, à tout ce qu'elle a appris à leur côté, les mécanismes et toutes ces violences invisibles qu'on normalise. En fait, Alain, ce n'est pas qu'on veut rien entendre, c'est qu'on veut juste ne plus entendre certaines choses qui font mal. Silence. Tout le monde la regarde. Alain se tourne vers elle. Ah bon, par exemple ? Clara hésite. Elle sent le regard de sa famille sur elle. Elle sait que si elle parle, elle va gâcher l'ambiance. Mais elle est fatiguée aussi, fatiguée de se taire. Par exemple, les remarques sur le corps de Sophie, les questions sur le célibat de Léa, les injonctions à être heureuse pour Laurence alors qu'elle est en deuil. Le silence s'épaissit. Alain ricane, mal à l'aise. Oh là là, on peut plus rien dire alors. Clara le regarde. Si, tu peux dire plein de choses, mais peut-être pas ça. Mathieu, qui n'a rien dit jusque-là, pose sa fourchette. Il ne hausse pas la voix, il dit juste « Clara a raison, on pourrait tous faire attention. » Alain le regarde, surpris qu'un homme le contredise. Mathieu continue.
Moi aussi, j'ai mis du temps à voir, mais maintenant je vois, et franchement, on peut faire mieux. Alain ne répond pas, il se lève. Je vais prendre l'air dehors. Clara regarde Mathieu. Il lui fait un petit signe de tête discret. Elle respire. Elle n'est pas seule, finalement. Acte 3, la bascule. Il est 22h30, Véronique débarrasse. Le dessert est fini. Alain est revenu, l'ambiance s'est détendue, un peu. Maintenant, Véronique débarrasse. Elle fait les allers-retours. Salle à manger, cuisine, salle à manger, cuisine. Son mari commence à empiler des assiettes. Je t'aide. Merci. Il porte une pile, il la pose dans la cuisine et il retourne au salon. Mathieu se lève aussi. Il commence à ramasser les verres, sans rien dire. Il fait juste ce qu'il y a à faire. Véronique le voit, elle ne dit rien, mais elle remarque. Elle continue, les couverts, les plats, les restes à ranger, le lave-vaisselle à remplir, la table à nettoyer. Elle fait ça en pilote automatique. Elle pense à demain, au déjeuner du 25, aux courses qu'il va falloir faire, au ménage. Sa sœur Laurence arrive dans la cuisine. « Laisse, je vais t'aider. » Elles rangent ensemble, en silence. Elles ont toujours fait ça, depuis qu'elles sont petites. Ranger après, nettoyer, réparer. Laurence lave, Véronique essuie. « Tu te souviens quand maman faisait ça ?» Laurence parle doucement. « Oui. On l'aidait, on râlait, on voulait retourner jouer. Oui. Et maintenant, c'est nous. » Véronique pose son torchon. Elle regarde sa sœur. « Tu crois qu'on reproduit tout ce qu'elle faisait sans s'en rendre compte ?» Laurence réfléchit. Peut-être, sûrement. Elle continue à ranger. Léa arrive. « Je peux faire quelque chose ?» Véronique sourit. « Tu peux sortir les tasses pour le café ?» Léa sort les tasses. Sophie arrive aussi. « Vous voulez que je fasse le café ?»« Oui, merci. » Clara passe la tête. « Je peux aider ?»« Tu peux ranger les restes dans le frigo ?» Elles sont là, les 5, dans cette cuisine, à ranger, à préparer encore. Émilie arrive aussi. « Le bébé dort, je viens vous aider. » Elles sont 6 maintenant. Et là, Véronique réalise. Elles font tout ça, automatiquement, naturellement, pendant que les hommes sont au salon, pendant que la vie continue ailleurs. Elle observe ses mains dans l'eau savonneuse. Elle pense à toutes les fois où elle a fait ça, toutes les fois où elle s'est tue, toutes les fois où elle a continué. Elle pose ce qu'elle a dans les mains. Vous savez quoi ? Le café peut attendre. Les autres la regardent, surprises. On va s'asseoir là et on va boire un verre, tout ensemble. Laurence sourit. Et le reste ? Le reste attendra. Elles s'installent, les 6, par terre, partout où il y a de la place. Le père de Véronique les regarde. « Alors, c'est fini le nettoyage ?» Véronique boit une gorgée de vin. « Non, c'est juste en pause. » Léa rigole. « Maman a décidé de faire grève. » Son père fronce les sourcils. « Ah bon ? Mais le café alors ?»« Papa, tu sais où est la cuisine, non ?» Silence. Puis il sourit. « Touché. » Il se lève. Mathieu se lève aussi. « Je t'aide. » Elles sont là, assises, ensemble. Sophie mange un chocolat, sans se cacher, sans calculer. Laurence regarde la photo de sa mère sur l'étagère. Elle sourit, pour de vrai. Émilie a le bébé endormi dans le transat à côté d'elle. Elle ne se lève pas, elle ne surveille pas, elle respire juste. Léa a enlevé ses chaussures. Elle a les pieds sur la table basse, sa mère ne dit rien. Clara observe la scène. Elle pense à tout ce qu'elle a lu, et là elle le voit, en vrai, dans sa propre famille. Véronique regarde ses filles, sa sœur, sa nièce. Elle pense à tout ce qu'elle porte, toutes, tout le temps. Elle ne dit rien, mais elle les voit, vraiment. Léa lève son verre, doucement. À nous. Sophie lève le sien. À nous. Elles trinquent, elles boivent, elles ne disent rien d'autre, elles n'ont pas besoin.
Elles ne réparent rien ce soir. Elles ne changent pas le monde. Elles ne font pas de révolution. Elles sont juste là, ensemble. Et pour ce soir, pour l'instant, ça suffit. Il est minuit passé, le réveillon est fini, ou presque. Les invités commencent à partir. Les embrassades, les « à demain pour le déjeuner », les « c'était délicieux », les « merci Véronique ». Léa aide à ranger les derniers verres. Elle partira demain matin. Elle a dit oui pour le déjeuner du 25. Sophie monte se coucher dans son ancienne chambre. Elle regarde son reflet dans le miroir. Elle pense au chocolat qu'elle a mangé. Elle ne culpabilise pas trop. Laurence dort chez Véronique. Avant de monter, elle embrasse sa sœur. Merci pour ce soir. Véronique sourit. Émilie charge la voiture. Mathieu porte le bébé. Il installe le siège auto. Il vérifie que tout est bien attaché. Elle le regarde faire. Elle pense à demain soir, à cette nuit entière de repos qu'il lui a promise. Elle se sent un peu moins seule. Clara repart. Elle repense à ce qu'elle a dit ce soir. Elle n'a pas tout cassé. Elle a juste posé une limite, une seule. Et pour l'instant, ça lui suffit. Véronique est dans sa cuisine. Il reste du désordre. Elle le regarde. Demain. Elle rangera demain. Elle éteint la lumière. Elle monte se coucher. Voilà, c'était le réveillon d'une mauvaise fille. Ou plutôt de 6 mauvaises filles. Ces femmes, je les connais. Vous les connaissez sûrement aussi. Elles seront peut-être à votre table pour le réveillon. Elles sont peut-être vous aussi. Elles n'ont pas tout cassé. Elles n'ont pas fait de révolution. Pour l'instant, elles ont juste pris une pause. Elles se sont assises. Elles ont bu un verre ensemble. Parce que parfois, être une mauvaise fille, c'est juste ça. S'autoriser à ne pas tout faire. S'autoriser à être fatiguée. S'autoriser à dire « ça suffit pour ce soir ». Les injonctions sont toujours là. Demain, après-demain, toute l'année. Mais ce soir, juste ce soir, elles ont choisi de les mettre en pause. Et vous savez quoi ? Le monde n'a pas explosé, il tourne toujours. Alors si cette année, vous avez envie de vous asseoir avant que tout soit rangé, faites-le. Si vous avez envie de dire « ça peut attendre », dites-le. Si vous avez envie de poser une limite, même une seule, posez-la. Si vous avez envie d'être imparfaite, soyez-le. Je vous envoie beaucoup de douceur. Prenez soin de vous. Joyeuses fêtes. Vraiment.